ces grandes lignes que je vais vous dire maintenant sont valables à peu près partout où s'incarne une forme d'éducation libre. Et c'est là qu'on revient à la question du départ, c'est-à-dire qui en a peur? Parce que pour pouvoir incarner ces éducations libres, eh bien, il faut respecter les grandes lignes, ce que je vais vous dire, qui vont s'incarner de façon différente, mais il faut que ça soit là. Et ça fait peur. Le premier, c'est un environnement qui est fait de temps et d'espace libre. D'accord? Alors ça, pourquoi? Il y a une idée romantique forcément du temps libre et de l'espace libre, mais au-delà de ça, la question c'est sinon quoi? S'il n'y a pas de temps et d'espace libre, alors quoi? Je vous rappelle qu'un enfant qui va dans une école classique, d'accord? En général, il ne choisit pas d'y aller. Ok? Il ne choisit pas son école. Il ne choisit pas les horaires, il ne choisit pas le calendrier scolaire, il ne choisit pas le programme, il ne choisit pas sa classe, il ne choisit pas sa place, il ne choisit pas ses condisciples, il ne choisit pas son professeur, il ne choisit pas les méthodes éducatives, il ne choisit pas s'il va être évalué, quand il va être évalué, comment il va être évalué, ni la couleur du stylo avec laquelle il va être évalué. Comprenez? Alors, on nous explique que l'enfant est au centre du système et que ça va donner des citoyens libres et critiques. On peut se demander par quel miracle, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, s'ils deviennent libres et critiques, ce n'est pas grâce à ce processus-là. On est bien d'accord? D'accord? Donc, ça, il faut être bien conscient que si on n'a pas le temps et l'espace libre, alors quoi? Alors qu'est-ce qui reste? Comment on peut prétendre avoir une action éducative si on n'a pas ça? Oui? Ça va? Ça vous fait pas peur? Non, c'est bon. Et bien évidemment, dans ce temps et dans cet espace libre, chacun a le droit et le pouvoir de respecter ses rythmes chronobiologiques. Ça aussi, c'est très très important. Voilà ce que ça offre le temps et l'espace libre. C'est parce qu'il y a des moments où le cerveau est en ébullition, il y a des moments où j'ai faim, il y a des moments où j'ai besoin d'activité physique, des moments où j'ai besoin de me reposer. Et ça va dépendre des saisons. C'est que l'hiver, on n'a pas la même énergie que l'été. Ça va dépendre des cycles féminins aussi, si on est une fille. Mais ça va dépendre aussi il y a des couches tôt, des lèvres tard. On a un magasin d'horloge biologique. D'accord? Alors si j'ai pas le temps et l'espace libre et que tout le monde fait la même chose en même temps, vous voyez, on est ailleurs, c'est fini. La liberté éducative, elle est plus possible, vous comprenez? Un environnement qui est fait aussi d'interactions fertiles. Eh bien oui, parce que on n'est pas Victor de l'Aveyron, vous savez, l'enfant sauvage retrouvé. On est des êtres sociaux et on a besoin d'interactions qui soient évidemment bienveillantes, mais qui soient aussi fertiles. Là, c'était les enfants au club philo, par exemple, etc. Donc, on a besoin de pouvoir échanger avec d'autres. Donc, on a besoin de créer des moments, des espaces où les enfants, les adultes, les grands-parents, les générations peuvent se retrouver. Donc, l'espace et le temps libre, les interactions fertiles, et puis de la bienveillance. Je sais que c'est un mot qui est un peu, comment dire, galvaudé, parce que, évidemment, il n'y a personne qui prétend avoir une éducation malveillante. On est bien d'accord, hein? Donc, dire, moi, je suis dans l'éducation bienveillante, ah bon? Vous voyez? Donc, c'est un mot qui est un peu vidé de son sens. Mais n'empêche qu'il faut qu'elle y soit, cette bienveillance-là. Il faut que je me soucie de l'autre. Là, on voit Liam avec son arrière-grand-père. Oui, ça prend une bienveillance, ça prend une attention, ça prend de donner du temps, ça prend de donner de son temps. Alors que son temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, parce qu'on ne sait pas combien on en a en plus. D'accord? On donne ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire son temps, à ceux-là, à ces personnes-là qui nous sont les plus précieuses. Vous savez, je pourrais revenir à Saint-Exupéry, c'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait ta rose importante. Oui. Donc cette bienveillance-là, elle est fondamentale. Là encore, dans le système éducatif, on va dire, traditionnel, comment un professeur qui a 250 élèves par session ou par année, même si c'est la meilleure personne au monde, comment il fait pour être bienveillant? C'est pas évident. Hein? On revient à l'observation et l'imitation. Alors là, on voit pas bien hein, sur la photo, mais le grand Liam casse des amandes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit regard en coin du petit. Vous voyez? Qui se dit, moi aussi j'en veux des amandes. Vous voyez? Observation et imitation. Donc ça aussi, il faut que l'enfant soit amené
à arrêter de courir. Il faut qu'il soit amené à avoir des situations dans lesquelles il y a des choses à voir, à observer et à imiter. D'accord? Et enfin là, il m'entend crier dans le micro, il se dit je vais crier aussi, c'est ça. Et alors, ça c'est que, bon là on voit l'histoire des amandes, puis on voit après qu'Ikem avait essayé de refaire, comme les jeunes Marocains, là, des animaux en palmier, là, mais c'était moins évident. Donc voilà, cet enfant-là, que j'avais appelé apprenote, c'est-à-dire que il va naviguer lui-même. C'est Peter Gray qui parle de self-directing education. C'est-à-dire que c'est de l'apprentissage auto-dirigé. On va naviguer en fonction de ce que j'ai envie de voir, d'observer et d'imiter. Mais là aussi, ça veut dire que l'environnement doit être suffisamment riche pour qu'on voit des choses. Et alors, ça commence par les parents. On voit les parents cuisiner, réparer un vélo, etc. Donc, c'est tout ça qui va créer cet environnement éducatif riche. Et un rapport à la connaissance interstructurée, ça c'est le passage compliqué de la conférence. C'est-à-dire que tout pédagogue marche sur un fil, et on a deux précipices de chaque côté. Le premier précipice, c'est de te dire, voilà, je vais te déverser sur la tête tout le contenu, tout le savoir accumulé de l'humanité. Vas-y, on ouvre la tête et on te fait du bourrage de crâne. On sait que ça ne marche pas. Le deuxième truc, c'est de te dire, je vais te laisser découvrir par toi-même tout ce que l'humanité a découvert. Donc, voilà, le théorème de Thalès, oui. Donc, on peut pas vraiment laisser donner tout à l'enfant en lui donnant tout déjà prémâché, mais on ne peut pas non plus le laisser tout découvrir par lui-même, parce qu'il y a quand même des choses fondamentales puis tout le monde n'est pas un génie en mathématiques, en physique, etc., etc. Alors comment on fait, comment on y va quand je veux aborder tel ou tel sujet, quand je vois qu'un enfant s'intéresse à telle ou telle chose, par quoi j'y vais? Eh bien, au lieu d'y aller par la réponse, j'y vais par la question. Je vais essayer de retrouver comment l'humanité a pu atteindre cette connaissance-là et revivre ce cheminement-là. C'est assez facile en fait, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Tout simplement, vous savez par exemple la multiplication, c'est une saturation de l'addition. Vous savez, si vous essayez de compter le nombre de graines de riz d'un sac de riz, ça ne va pas être long que même si vous ne connaissez pas les additions, les multiplications, vous allez faire des tas de 10, vous voyez. Et tout simplement, par saturation d'addition, vous arrivez à la multiplication. Après, il y a l'histoire de la corde à 13 nœuds, je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est un peu long, mais c'est la corde qu'on plie et qu'on multiplie, ça vient de là, etc. Donc il y a tout un tas c'est passionnant l'histoire des mathématiques, parce qu'il y a tout un tas de processus qu'on va retrouver tout simplement en le faisant et en se posant les bonnes questions et les mêmes questions que s'est posée l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que j'ai mis l'histoire du feu. Parce qu'au début, je jette des branches, je mets une allumette, ça ne marche pas. Mais si je deviens plus patient, plus organisé, plus structuré, eh bien, au bout d'un moment, je pourrai allumer des feux partout. Et pendant que moi, j'apprends à faire des feux, le feu m'apprend à être plus organisé, plus structuré, plus méticuleux. D'accord? C'est pour ça que c'est interstructuré. Je structure le savoir pendant que le savoir me structure. C'est un peu compliqué, mais c'est assez important.